Bon, allez hop, c'est parti. On va aller faire un petit tour dans un certain nombre d'articles qui ont de commun en ce moment. Je les ai mis, ceux qui sont en 3 étoiles, ce sont les articles qui généralement parlent des articulations historiques. Et celles dont nous parlons aujourd'hui, alors ce sont en général ces articles-là qui sont les plus récents, 3 étoiles qui sont en haut, parce que c'est les plus prioritaires à lire, c'est le plus important. J'ai remarqué quelque chose, c'est que plusieurs auteurs avaient parlé à peu près de la même chose et du même thème en ce moment. Comme quoi c'est contemporain et c'est dans l'air du temps. Ils parlent beaucoup de changement de paradigme à l'échelle mondiale, ou en tout cas on va dire de guerre des paradigmes, ça pourrait être ça le titre de cette vidéo. Euh, une grille de lecture qui permet de comprendre euh, ce qui est raconté par exemple après la guerre de l'OTAN en Ukraine, enfin une véritable communauté internationale. Tu vois, quand on lit ce titre et qu'on a la grille de lecture en tête, on peut à peu près mieux comprendre de quoi il retourne. Là, bon, on a Maurice Lemoine qui nous parle du Honduras, où effectivement, alors 50 minutes de lecture, ça va être énorme, mais c'est vrai qu'il se passe aussi des bouleversements. On a les remarques de Sergei Lavrov concernant la multipolarité. Alors ça va être extrêmement intéressant. En fait, je vais descendre jusqu'au point de départ, un des points de départ de cette thématique, et je vais revenir progressivement jusqu'en haut, en espérant que la vidéo ne fasse pas 50 000 heures, ou au moins 1 heure, allez, maximum. Des fois, je suis bavard. Les banques mondiales se préparent à des troubles dans les pays occidentaux. Nafez Ahmed. Alors lui, c'est effectivement... j'aime bien parce qu'il étudie la systémique, etc. Donc forcément, je le considère comme un pote. Donc quand il y a des changements de phase, il y a il y a des bulles et des bulles qui éclatent. Donc voilà l'idée. La signification de la guerre au XXIe siècle par Thierry Messant. Lui, il a voulu tout de suite taper dans le mille en faisant très exactement la remarque qu'on fait. Il y a vraiment un changement de paradigme qui se produit, et lui, il le décrit ici au niveau de la définition des guerres. On va revenir dessus. Euh, la guerre en Ukraine instaure un nouveau paradigme. Et là, tu vois, les deux, ils se suivent. Et là, c'est Badra Kumar, notre ami de Punchline en Inde, qui nous fait une analyse aussi là-dessus. Ils se sont pas rencontrés les deux. Hein. Ils ont peut-être que Thierry Messant a lu celui de Badra Kumar avant, mais je sais pas. Ça lui a donné l'idée. Non, même pas forcément. Où est la stratégie occidentale en Ukraine de Pepe Escobar? Là, il parle lui aussi de la même chose. Il parle du fait que il y a un changement dans la définition des guerres. C'est très intéressant. Et dans la foulée, la guerre en Ukraine vue par Israël Shamir. Évidemment, s'il n'y avait pas ce titre, on comprendrait peut-être mieux ce qu'il veut dire. La guerre en Ukraine, c'est vraiment un titre qui veut rien dire. Mais cet article est très intéressant. Pardon. Euh, je ne sais plus pourquoi, mais on va revenir dessus. En tout cas, il fait partie de la liste de ce que j'ai prévu de voir. Encore un coup de Sergei Lavrov. Et là, effectivement, c'est aussi extrêmement intéressant. À chaque fois qu'il y a du Lavrov, on s'arrête. Dans le précédent, il parlait de multipolarité, et là, en fait, il fait des critiques de l'Occident, et ce sont des sommes de réflexion, en fait, euh, qu'il a pu faire. Euh, c'est pas discours, normalement, ce sont des réflexions, des remarques. Là, c'est-à-dire qu'après avoir fait cette tournée mondiale où il répète toujours la même chose, dans cette petite intermède, il peut poser ses réflexions qui s'est faite au fur et à mesure, et donc ça dépote grave. On va y revenir. Pénurie alimentaire dans les 6 mois, d'accord. L'empire du mensonge des armes biologiques des Pepe Escobar. Subtilité de la rhétorique gauchiste anti-russe. Lui, il nous fait tous plaisir. C'est un article qui a été très repris dans la presse alternative, donc la presse normale en fait. La presse intelligente, la presse qui parle de l'information réelle. De la vraie presse. Très repris parce que, en l'occurrence, il va s'attaquer un peu à Chomsky, qui commence à... Franchement, je le mets même plus en tête d'article à lire parce que c'est épuisant à force. Euh, Désolé, hein, Chomsky, c'est quand même un maître mondial de la demi-vérité. Bon, tout ça, c'est expliqué très précisément dans cet article.
Chomsky était quand même un scientifique qui nous a énormément fait avancer dans de nombreux domaines, et donc il a marqué l'histoire de son nom quand même, l'histoire de la science, il a fait avancer la science, donc il est rentré dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, maintenant qu'il est euh, d'une autre époque, il a peut-être du mal à suivre. Et donc c'est ça, hein, aussi un changement de paradigme, un changement d'époque, c'est aussi le fait que les anciennes façons de penser, et ça ce sera dit textuellement dans un article ou dans deux d'ailleurs, les anciennes façons de penser ne sont plus valables. Le destin de la civilisation de Michael Hudson. Alors là, voilà encore un énorme pavé de 57 minutes où il parle de son livre en fait qui porte ce nom. Où c'est fou. Alors bon, j'ai pris des notes, j'ai fait des articles. Bon d'accord, on va en reparler. Le nouvel ordre multipolaire par German Gorraiz Lopez. Un nom qu'il faut retenir parce qu'à chaque fois c'est extrêmement. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est concis et puissant, donc c'est toujours très très intéressant. J'ai honte pour vous, lâches occidentaux, Boris Gennadievitch Karpov. Lui aussi, c'est un de ces fameux noms nouveaux, fraîchement apparus, qui sont extrêmement intéressants à retenir. Là aussi, c'est toujours concis et pertinent. Il faut dire que les nouveaux auteurs sont plutôt dans ce genre-là, hein. Ils essayent de faire des articles brefs euh, et qui frappent fort. À l'ONU, la Russie démontre les crimes. Ah, ok, on s'en fout. Nous, enfin, on s'en fout pas, mais bon, pas pour notre thème du jour, on s'en fout. L'ennemi intérieur et l'inconfort de vérité, Alastair Crooke. Là aussi, il y avait énormément à dire. Ça, c'est un article qui a été très repris. Bon, le Canada, les bandéristes, ok, ça c'est Thierry Messan qui nous parle. C'est intéressant parce qu'on voit quand même le lien entre le Canada et les bandéristes, voilà. Mais on voit aussi le système de la presse, euh, comment elle s'appelle, Freeland, une dame qui est intimement euh, mêlée à tout ça. À lire, Megalopolis X Russie, guerre totale par Pepe Escobar, ok. L'enfant mort-né des contre-révolutions de 1848, la démocratie libérale occidentale. Ah oui, donc quand c'est Ramin Mazaheri, euh, c'est en fait un des chapitres de ce livre qui est un énorme bouquin. Donc là, il y a une très grosse lecture à faire pour l'été sur la plage. Le nouvel ordre mondial dans le contexte des théories des relations internationales. Donc on va commencer euh, euh, notre thème du jour, on va dire, sur les paradigmes, avec cet article-là d'Alexandre Dogouin, pardon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Je pense qu'il y a peut-être encore d'autres choses, mais voilà, il y a ça, Sergei Glaviev. Alors forcément, encore une tête gigantesque. On peut commencer par là, pour le premier. C'est parti. Lui, ce qu'il nous dit en gros, Glaziev, concepteur du nouveau système monétaire mondial, donc ce qu'on va appeler le nouvel ordre mondial 2, en concurrence avec le nouvel ordre mondial 1, qui est qu'on va définir très précisément dans peu de temps, juste après. Lui, en gros, il explique très brièvement. Alors, je vous explique très brièvement. Nanana. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est épuiser les forces armées russes, terroriser les populations, provoquer des humeurs protestataires et des actions sociopolitiques, donc voilà, quitte à renverser, dans le but de renverser les autorités légitimes. Ça, c'est vraiment. Il explique, il le dit tel quel, hein, c'est. Prenez-le pour dit, et c'est vrai, et on l'a entendu, et on le sait, et on a d'autres sources d'informations là-dessus. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens se révoltent contre leurs dirigeants, textuellement. Donc ce plan prévoit également consolidation du contrôle américain sur l'Union européenne, utilisation des forces armées de la Pologne, Roumanie, etc., pays baltes. À l'époque, il n'y avait même pas encore la Finlande et la Suède, c'était la surprise. Destruction des populations masculines et asservissement effectif des femmes. Alors ça, quand tu vois ça, tu dis quoi. D'accord, mettons ça de côté pour l'instant. La mise en œuvre de ce plan, en fait, vise à détruire le monde russe, suivi par des plans de l'État profond américain pour détruire l'Iran, bloquer la Chine, etc. Mais en fait, moi, je te rajoute qu'ils veulent détruire surtout le monde occidental. En tout cas, l'Europe, pour l'instant. Mais pas détruire, toujours maintenir en fait sur la ligne de destruction, sur la, comment on va dire ça, sur la limite de rupture du système. Toujours comme ça. Ça, c'est une stratégie élémentaire. Donc voilà, il nous explique ici à peu près que attendez-vous au pire.
Mister Glaziev. Une des personnes les plus importantes de l'époque. Ce à quoi alors, les richesses de l'Europe, c'est l'Afrique, non pas le contraire. C'est intéressant quand même, parce que lui aussi c'est un très bon auteur, Mikhail Gamandi Ergorov. On les lit, mais quand je les dis à voix haute, j'ai pas l'habitude de les dire. Bon, c'est intéressant de savoir quand même que sans l'Afrique, on n'est plus rien, et que comme justement ils sont en train de nous dire les gars, rentrez chez vous, on comptait sur eux pour nous rassasier, mais en fait, finalement, il n'y a plus la Russie, il n'y a plus l'Afrique, il n'y a plus l'Inde, il n'y a plus la Chine. L'Europe elle va se retrouver un petit peu toute seule. Euh, Intéressant, donc forcément, il faut commencer avec ça. Le plus intéressant, c'est là que ça commence, l'histoire des paradigmes. C'est Alexandre de Gouin, donc c'est un monument historique, une personne dont vous pouvez chercher je l'ai inscrit comme auteur, hein, on peut donc poursuivre ce nom. Euh, pour le dire brièvement, c'est un auteur spécialisé dans les systèmes sociaux, la philosophie, pas la psychologie, mais tout ce qui est psychosocial. En fait, d'après ce que j'ai compris en suivant ces vidéos, hein, il était intervenant notamment au, à Chizio, là où on parlait très expressément de recherche d'un système alternatif au libéralisme. Donc, c'est dans ce domaine qu'on opère avec lui. Et donc, je vais juste prendre quelques passages. Notamment, là, il explique le fondamental. Dans cette partie-là, notamment, non, pas dans cette partie-là. Vous voyez, on a vu la tête de l'autre passer. Dans certaines vidéos qu'il a faites, il parlait notamment de principes de base sur lesquels se sont construits le capitalisme, qui sont des principes qui ont été oubliés, et donc il essaye de remettre, pas au goût du jour, mais de refaire prendre conscience de l'intérêt de ce qu'il appelle la personne entière, complète, la personnalité juridique en tant qu'individu intégré et responsable dans la société, pas en opposition avec une personne qui est un élément d'un tout dont il n'a pas beaucoup de responsabilités et qui fait que de suivre les ordres, qui est un demi-humain. Et ça, c'est la définition qu'il donne du libéralisme, c'est d'avoir divisé les humains en fonctionnalités, alors que lui, il a besoin que les humains soient pleinement responsables. Donc ça, c'est la base. Donc c'est à peu près ce qu'il explique en substance. Mais dans cet article-là, il nous parle d'un truc très important. Nous devons comprendre ce qui se passe pour nous et autour de nous. Alors là, faire le bien, etc. Il existe deux grandes écoles de pensée en relations internationales. Et c'est donc là le sujet qui nous occupe. Le réalisme et le libéralisme. Donc nous allons discuter de ceci, mais bien qu'il en existe d'autres. Mais ces deux-là sont les principales. Si vous n'êtes pas familier avec ces théories, genre le libéralisme et le rationalisme, ou le réalisme, n'essayez pas de deviner ce que ça veut dire, parce que de toute façon, ce serait difficile de sortir de son contexte. C'est pas ce qu'il est dit. Alors là, après, il explique un peu plus précisément, le réalisme en relations internationales repose sur la reconnaissance et la souveraineté absolue de l'État-nation, ce qui correspond au système westphalien des relations internationales qui a émergé en Europe à la suite de la guerre de 30 ans qui s'est terminée en 1648. Depuis lors, le principe de souveraineté est resté fondamental dans le système de droit international. Donc l'idée, là, c'est le système numéro 2, le réalisme, enfin le système numéro 1, pour lui, historiquement, c'est le réalisme. C'est le système numéro 1, et ce sera le système numéro 3. Mais on va essayer d'arriver jusque-là. Les réalistes en relations internationales sont ceux qui tirent les conclusions les plus radicales du principe de souveraineté et pensent que les États-nations souverains existeront toujours. Cela se justifie par la compréhension que les réalistes ont de la nature humaine. Alors c'est intéressant parce que
C'est leur point de départ en fait. Ils sont convaincus que l'homme dans son état naturel est enclin au chaos, à la violence contre les plus faibles, et qu'un état est donc nécessaire pour empêcher ça. En outre, il devrait... Alors c'est intéressant quand même de s'arrêter une seconde là-dessus, parce que c'est une vision très passéiste de la société, qui prenait pas du tout compte de l'intrication avec le système social, parce qu'il n'était pas considéré comme une chose ponctuelle. Le système social, en 1648, c'était l'univers. C'était tout ce qui existait. Il n'y avait pas de possibilité de le différencier d'une autre chose à peu près similaire qui fonctionnerait autrement. Il n'y avait pas d'autre système possible. Le mot système en lui-même, il n'était même pas à ce niveau-là. Ils habitaient à l'intérieur du monde et le monde était fait comme il était. Et à l'intérieur de ce monde-là, on observait le chaos et la destruction des plus faibles par les plus forts. Donc c'était vraiment très limité intellectuellement. Donc c'est de là qu'est née l'idée du fait qu'il y a un État qui contrôle et qui domine les personnes pour les maintenir un peu plus dans la sagesse. Mais bon, en réalité, au niveau anthropologique, une société est organisée où elle est, ce qui fait une société, c'est le fait de rechercher une économie d'énergie. Si les gens sont tous indépendants et sauvages dans la nature, il n'y a aucune économie d'énergie et aucune utilisation correcte et intelligente de l'énergie humaine. Donc forcément, il y a beaucoup plus de morts, de natalité, de mortalité infantile par exemple, beaucoup plus de famine, beaucoup plus de misère, l'espérance de vie est beaucoup moins longue. Donc l'intérêt de former une société à la base, c'est quand même d'optimiser l'énergie humaine. C'est important de le comprendre. Ça, ils n'en sont pas conscients, les humains qui s'organisent. Pour l'instant, ils sont à un état où ils donnent des définitions préliminaires à ce qu'est une société. Euh, le paysage de la politique internationale consiste en un équilibre des forces en constante évolution entre les États souverains. Alors là encore, on n'a pas encore fait la distinction entre les États, personnes morales, personnes physiques, et donc les États se comportent comme des personnes physiques, elles sont en concurrence les unes avec les autres. Bon, la logique de ça, après, ça va être qu'il y ait un État plus fort que les États souverains. Mais bon, c'est pas ce qu'il dit. Le fort attaque le faible, mais le faible peut toujours se retourner vers le fort pour obtenir de l'aide. Les coalitions, les pactes, des alliances se forment, chaque État souverain défend ses intérêts nationaux sur la base d'un froid calcul rationnel. Donc ça c'est la base du premier système de relations internationales ayant existé, c'est le système dit réaliste. Il a ses avantages et ses inconvénients. Les deux sont confondus et c'est la nature. Le principe de souveraineté rend les guerres entre les États possibles, etc. Bon, est-ce que les réalistes voient... voilà, c'est ainsi que les réalistes voient le monde, mais bon. Oui, il disait, ils voient le monde comme ça parce qu'il n'y a rien de plus élevé qu'un État. Contrairement à ce que j'ai annoncé juste avant en disant... Euh, si on prolonge la réflexion entre les États et ils se battent comme les uns contre les autres, forcément il faudrait qu'il y ait une autorité encore supérieure aux États, une supériorité interétatique. C'est finalement ce que l'histoire a montré. Elle a consolidé progressivement plusieurs organismes interétatiques et ainsi qu'un droit international, etc., pour juguler ce qu'on considérait être la sauvagerie des États. Donc ça, c'est vraiment la construction des États dans l'histoire. Considérons maintenant le libéralisme en relations internationales. Donc ça, c'est une évolution plus récente. Ici, le concept est différent. L'histoire est vue comme un progrès social continu. L'État n'est qu'une étape sur la route du progrès. Et tôt ou tard, il est appelé à disparaître. Donc là, on a ce qu'on appelle communément une relation de cause à effet un peu hâtive. On parle d'un beau constat et on arrive sur une conclusion complètement aberrante. Mais c'est pas grave, il faut affiner ça ensuite, mais c'est l'évolution. L'État n'est qu'une étape sur la route du progrès, oui, et tôt ou tard, il est appelé à disparaître. Non. Bon, puisque la souveraineté est entachée d'une possibilité de guerre, il faut essayer de la surmonter et de créer les structures supranationales qui limitent d'abord, puis l'abolissent complètement. Alors qui la limitent d'abord, puis l'abolissent complètement. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est dessouder, dissoudre les États. C'est
dans leur psychologie, il va expliquer ça en plus en détail pour comprendre comment ça marche à l'intérieur, dans leur esprit. Les libéraux de la relation internationale sont convaincus qu'un gouvernement mondial doit être établi et que l'humanité doit être unie sous l'impulsion de forces les plus progressistes, c'est-à-dire les libéraux eux-mêmes. Pour eux, la nature humaine n'est pas une constante, comme c'est le cas pour les réalistes, mais elle peut et doit être changée. Donc si on considère que les humains se battent tout le temps comme des sauvages, euh, pour les premiers c'est une constante, pour les seconds c'est une réalité qui doit être changée. Euh, Ça vole pas haut, hein. Franchement, ni l'un ni l'autre n'ont raison. La définition de l'humain à chaque fois, elle est extrêmement, extrêmement, comment on va dire, ouais, stupide, laborieuse, manichéenne, même pas manichéenne, c'est réductrice, ouais, très, très réductrice, voilà. C'est incroyable, incroyablement élémentaire. C'est comme ça hein, que ça se passe quand on parle de choses grandioses, énormes, comme les États et l'histoire. On est dans un domaine où tout est extrêmement grossier, et c'est un peu habituel. Mais c'est important de le critiquer quand même parce que c'est ce qui fonde, enfin en tout cas c'est quand on y réfléchit, c'est ce qui fonde leur action et leur réflexion sur le monde. Et donc si à la base, ce qui fonde leur action et leur réflexion sur le monde est aussi grossier que ça peut pas engendrer de bonnes conséquences, hein, franchement. Mais bon, alors on est au stade où les libéraux sont une évolution du précédent système qu'ils appelaient le réalisme. L'éducation, l'endoctrinement, les médias, la propagande, les valeurs libérales et d'autres formes de contrôle des esprits sont utilisées à cette fin. L'humanité dans son ensemble doit devenir libérale et tout ce qui est illibéral doit être expérimenté, exterminé pardon, et banni. Voilà, illibéral c'est mal, libéral c'est bien. Et aux États-Unis, libéral, et souvent certains analystes se font avoir, ça veut dire liberté. C'est pareil, on prend tout d'un coup. Ce sont ce sont là les libéraux, les ennemis de la société ouverte, l'Open Society. Après la destruction des îles libéraux, il y aura une paix mondiale. Ah ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr et certain. Hein. Il n'y aura plus personne. Et personne ne sera en guerre contre personne. Ben, il n'y aura plus personne. En tout cas, non, dans leur esprit, c'est ça. Pour l'instant, la guerre est nécessaire, mais uniquement contre les îles libéraux, qui entravent le progrès, défient le pouvoir des élites mondiales libérales et ne sont donc pas humains en aucune façon et peuvent donc être traités de n'importe quelle manière jusqu'à l'extermination totale, y compris l'utilisation de pandémies artificielles et d'armes biologiques. En tout cas, c'est comme ça que les États-Unis considèrent la Russie parce que, et la Chine parce que très objectivement, ils ont décidé de prendre la trajectoire d'une multinationalité de type socialiste. Et forcément, euh, quand on exagère vraiment au maximum l'énervement que ça peut provoquer chez les libéraux, ben, on obtient ce genre de nazisme, littéralement, c'est du nazisme qu'on a, où il conduit à les considérer comme des non-humains et à désirer leur extermination. C'est c'est fulgurant comme réflexion, comme réflexion, pardon. Voilà à peu près la définition de base. À ceci, donc, je peux ajouter que euh, la troisième phase consiste à dire que vous bagarrez pas les gars, les libéraux et les réalistes, vous avez tous les deux raison sur certaines parties et vous avez tous les deux tort sur d'autres parties. Ce qui est intéressant dans le réalisme, c'est de considérer que les États sont souverains, et on va s'en tenir là, hein. Et donc l'intérêt c'est de dire que chaque personne est une identité et une individualité. C'est la base. Et c'est quand même sur cette base que s'est fondé le libéralisme. Les libéraux ont aussi un peu raison en disant qu'il faut, non pas l'endoctrinement, etc., mais qu'on peut, avec l'éducation, faire progresser les gens de façon à obtenir une plus grande paix. C'est certain. Et si cette paix est obtenue, il n'y a aucune raison, et si cette intelligence et culturation est obtenue, il n'y a aucune raison d'en arriver à des extrémités telles que le nazisme, etc., qui sont, elles, purement incultes, parce que quand on parle d'extermination et de considérer d'autres humains comme inhumains, c'est de l'inculture et de la bêtise totale. Donc c'est assez contradictoire, hein, il faudrait qu'ils se rendent compte.
La nouvelle vision du libéralisme comporte un élément complémentaire aujourd'hui. L'intelligence artificielle dominera l'humanité. Bon, ça, c'est la crainte de beaucoup de gens. Tu vois la tête du gars qui est complètement fou, habillé comme un cosmonaute, un extraterrestre. Et bon, voilà. Ça, c'est donc De Guin, que vous pouvez lire sur ce sujet. C'était au moins pour pouvoir introduire l'essence de notre réflexion sur les paradigmes systémiques qui sont en concurrence aujourd'hui. En tout cas, on a d'une part euh, ce qui est enfin, voilà, ce qu'ils appellent le réalisme et le libéralisme. On a ce qui est aujourd'hui devenu le libéralisme sur la gauche, à l'ouest, hein, dans le monde. Le monde est divisé en deux. Donc on a la gauche et la droite, l'Occident et l'Orient. Et à gauche, donc, enfin ouais, non, on va pas leur dire à gauche, ça va pas coller. On va leur dire à l'ouest. En Occident, c'est bien. C'est le libéralisme et une certaine haine de l'orientalisme qui, lui, est exactement lui aussi fondé de la même manière sur le réalisme initial, donc les États-nations, mais qui a pris une autre voie évolutive qui considère qu'il faut rester dans l'esprit de l'autodétermination et de la souveraineté des États, cependant en ajoutant une couche de réflexion internationale qui consiste à réglementer les relations entre les gens avec des règles. Et ça, c'est confus parce que le libéralisme, lui, prône ce qu'il appelle un, un ordre fondé sur les règles, qui ne veut rien dire et qui ne s'exprime par rien de concret, hormis fait comme je te dis. Et tandis que l'Orient prône un ordre fondé sur les règles dans la substance, en réalité, mais sans l'appeler textuellement comme ça. C'est simplement qu'ils énoncent des règles élémentaires de bonne conduite entre les États que on va voir très explicitement chez Lavrov quand il va nous expliquer ça. Donc la suite, ça va être les ennemis intérieurs et l'inconfort de vérité. Oh, on revient tout de suite, on fait la suite dans un nouvel épisode.